Eric, bonjour. Bonjour. On est sur le salon de l'agriculture. Vous êtes présent, le syndicat est présent. Ça apporte quoi à la FSEA d'être présent sur le salon? C'est capital pour plusieurs choses. La première, c'est de pouvoir aller à la rencontre du grand public, de pouvoir communiquer. Vous voyez, à chaque coin du stand, on a une communication avec les enfants, avec le grand public pour parler du métier d'agriculteur. Voilà. Et pas uniquement de l'élevage ou du matériel ou autre, mais vraiment du métier d'agriculteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet de se rencontrer avec les adhérents qui viennent, on discute. Tout à l'heure, j'étais avec un collègue du Doubs, j'ai pu rencontrer le secrétaire général de la FNSEA, on a pu avoir des échanges sur un certain nombre de revendications qu'on a localement et que voilà, c'est un lieu de convivialité pour discuter et rencontrer le grand public et les agriculteurs, les adhérents et les non-adhérents. Alors donc on était et on est toujours, on peut dire, en crise agricole, sérieuse. On a interviewé le GIA qui dit oui, mais finalement on est plein d'optimistes, ça va s'arranger, il y a plein de choses à faire. Quelle est la position de la FSEA? Alors la FNSEA, il faut leur demander. Moi je suis à la FNSEA de Réloir, mais je sais la position de la FNSEA. Effectivement, l'optimisme des GIA, c'est digne ça honore les jeunes agriculteurs d'être positifs et d'essayer d'aller de l'avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la crise est telle qu'on ne peut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est clair qu'on a des vrais problèmes, qu'on a un gouvernement qui patine pour trouver les solutions, donc on a besoin de s'investir fortement. Donc je ne partagerai pas un optimisme, je ne l'ai pas entendu, mais apparemment, comme vous le dites, BA. Alors le président Nicolas Sarkozy est venu dans le sud du département, enfin plutôt dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas longtemps. Vous n'avez pas pu l'approcher? Non, parce qu'on a un président de la République qui n'a pas daigné rencontrer un paysan. A priori, c'est quelque chose de compliqué pour lui. Il a été, j'en suis ravi, boire un café chez un buraliste. Il a été voir, je crois, une boulangerie. Mais alors une exploitation agricole, non, pas question. C'est quand même hallucinant de voir qu'on puisse clôturer les assises de l'agriculture sans rencontrer les agriculteurs. Par contre, vous avez obtenu, suite à ça, un rendez-vous avec le ministre. Alors 2 jours après, on a pu quand même rencontrer le ministre de l'Agriculture. Et effectivement, lors de cette rencontre, on a obtenu un certain nombre d'avancées. La première, c'est qu'ils s'investissent lourdement pour redemander la régulation des marchés, notamment désengorger les marchés actuels, pour redonner une bouffée d'oxygène sur les mois qui viennent. Chose qui a été faite, puisque au Conseil des ministres du 22 février, il y a 8 jours, c'était le sujet. Et le commissaire européen nouvellement nommé, Cialos, a embrayé le pas en disant oui, effectivement, il va falloir arriver à réguler les marchés et à les désengorger. Donc ça, c'est des restituts à l'exportation, c'est du crédit à l'exportation, c'est un certain nombre de mesures concrètes que la commission, les fonctionnaires ont refusé de prendre le 22 février en disant c'est trop tôt. Donc moi j'entends c'est trop tôt, ça veut dire qu'on recommencera en mars et en avril à l'exiger, de façon que pour la récolte de cet été, le marché soit effectivement désengorgé de 10 à 15 euros de bouffée d'oxygène. Bon, c'est quand même une ouverture. C'est une ouverture, j'en suis pas béat, c'est pas révolutionnaire, mais je veux dire c'est un premier pas très important que son prédécesseur Barnier n'était absolument pas prêt à faire l'an passé. Donc on note un changement de cap. Et aujourd'hui, voilà, c'est des braises qui sont allumées et je vous garantis que syndicalement, on va souffler dessus. Alors donc il y a un problème d'urgence par rapport aux récoltes. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce que vous avez comme écho sur la volonté réelle des 27? Pour 2013, pour la 2013. Réforme dans 3 ans. Il faudra déjà encaisser les 3 années qui viennent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les 27 États membres se posent la question de savoir quelle position prendre. Ils sont tous en réflexion. Donc on a le ministre de l'Agriculture français qui a fait ce qu'on appelle le Club de Paris. Il a réuni 22 États membres sur les 27, où dans la charte, dans les objectifs qui se sont assignés, les 22 ensemble qu'ils ont signés, ils ont réclamé de remettre en place de la régulation des marchés. Ce qui est extrêmement nouveau. Bon, on a un commissaire qui a embrayé le pas. 22, c'est pas 27, ça veut dire qu'il y en a 5 qui pensent l'inverse. Et puis 22, des déclarations d'intention, on a l'habitude de savoir que les déclarations politiques, c'est pas gagné d'avance. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et moi, je veux croire qu'ils vont finir par comprendre qu'effectivement, il faut, dans le marché alimentaire, puisque c'est bien de l'alimentation dont on parle, il faut être prudent et faire de la régulation comme c'est fait pour l'énergie. L'énergie, dans l'Organisation mondiale du commerce, n'est pas gérée.
pourquoi l'alimentation elle est gérée en disant il ne faut plus rien protéger, il faut laisser les choses à volo. Non, c'est important. On a vu les mobilisations, les émeutes de la faim il y a un an en Afrique. On voit très bien qu'on ne peut pas laisser les choses à volo pour ce qui concerne les produits agricoles. Donc voilà, je pense que les États membres se posent des questions sérieuses. Aujourd'hui, à nouveau, mais c'est pas gagné, c'est pas gagné. Un petit changement, et c'est absolument pas gagné. Et c'est clair que les 3 années qui viennent, on va se mobiliser fortement elles vont être décisives. Pour les pousser. Ouais. Elles sont décisives. Mais rien que déjà, elles sont décisives pour l'après 2013, mais elles sont parties pour être décisives pour l'actualité. C'est-à-dire que le revenu déficitaire de cette année, avec les cours qui s'annoncent pas bons pour l'année prochaine, je ne sais pas combien d'agriculteurs en grande culture, mais aussi dans d'autres secteurs, resteront d'ici 3 ans. Et moi, c'est la question du jour. Est-ce que vous pensez, Eric, qu'il y a quand même un risque d'un retournement de situation et qu'en fait, finalement, l'Europe se dise ces agriculteurs nous coûtent trop cher, on va la sacrifier, comme d'autres secteurs ont été sacrifiés? Les 5 États membres qui ne font pas partie des 22, c'est ce qu'ils pensent. Donc effectivement, il y a un vrai souci. Dans 8 jours, on rassemble plusieurs attachés d'ambassade agricole à Paris, mais de l'Espagne, du Danemark et autres, pour leur dire est-ce que vous souhaitez d'abord définir un budget, combien vous voulez investir l'Europe, et ensuite avec ça, regarder comment vous gérez la crise agricole, ou est-ce que vous souhaitez d'abord réfléchir à un projet pour l'agriculture, de façon à sortir de la crise et adapter un budget européen en fonction. C'est ça la question du jour. Là, on est en 2010, il faut qu'on sache le budget qu'on a ou le projet qu'on a, l'un ou l'autre. Et en 2011-2012, on le décline pour l'appliquer en 2013. Donc nous, bien évidemment, ce qu'on veut, c'est un projet pour l'agriculture, des solutions, et qu'ensuite les États membres décident du budget en conséquence. Voilà, ça c'est notre travail. Alors, un petit mot peut-être sur le bio. Oui. Qui est toujours un sujet délicat. C'est vrai qu'en Eure-et-Loire, ça ne donne pas beaucoup. On a en agriculture raisonnée. Tout le monde prétend que l'agriculture raisonnée est déjà un grand pas vers l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? L'agriculture raisonnée, c'est une chose, le bio, c'en est une autre, parce que dans le bio aujourd'hui, c'est à peu près 2% du territoire. C'est vrai qu'en Eure-et-Loire, bon, c'est un département... partout en France. Oui, mais c'est un département assez frileux quand même. On est le premier département de France en agriculture raisonnée. Ouais. En agriculture bio, on doit être à 1,7%. En bio. En bio, on est à 1,7%, je crois, alors que la moyenne est à 2%. On va dire qu'on soit plus frileux qu'ailleurs. Je pense que c'est frileux comme ailleurs, mais effectivement, le bio est en crise aussi. Parce qu'aujourd'hui, entre les offres qu'il y a de partout en France, mais aussi à l'étranger dans la France, les cours ont du mal à reprendre également. On le rappelle, on n'est pas sûr des origines en plus sur les imports. Ah bah c'est clair, quand ça vient de l'extérieur, quand vous allez en dehors de l'Europe, les chartes environnementales et les contrôles et tout, il n'y a aucune garantie. Bon. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un vrai souci, moi, pour mes adhérents qui sont producteurs de bio, ils ont du mal à s'en sortir, tout comme les autres, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres et les prix ne sont pas là, alors qu'avec des rendements plus faibles en bio, il faut des prix élevés. C'est indispensable pour arriver à boucler l'année. Donc aujourd'hui, quand on entend le gouvernement disant de 2%, il faudra passer à 5, à 7, à 10%, non. Aujourd'hui, on est déjà en surproduction. Donc je pense qu'il faut développer, il faut soutenir la filière bio. Et la filière bio, c'est une filière qui répond à une demande, à un marché. Mais le marché, il n'est pas de 100%. Tout le monde ne veut pas manger du bio avec le prix qui va avec. C'est pas possible, c'est illusoire de croire ça. Est-ce que vous pouvez rappeler au grand public ce qu'est l'agriculture raisonnée? Alors l'agriculture raisonnée, c'est une manière de noter l'ensemble des pratiques des agriculteurs qui sont faits dans une exploitation. Il y a un audit par un cabinet extérieur qui vient contrôler toute la procédure, toutes les applications de produits phytosanitaires, toute la démarche, le stockage, de façon à ce qu'il y ait le minimum, qu'il y ait zéro pollution et que tout soit fait dans les règles de l'art. Voilà. Donc c'est une manière de contrôler l'activité de l'exploitation d'un bout à l'autre de la chaîne, donc d'avoir une garantie de sérieux et de respect environnemental. Alors le GIA dit, oublions un peu aussi l'Europe, faisons preuve d'initiative, soyons imaginatifs. Quelle est la position de la FSEA? C'est clair que l'Europe c'est indispensable, incontournable.
La politique agricole, elle est d'abord européenne avant d'être française, mais bien évidemment, il faut aussi compter sur nous-mêmes. Il faudra qu'on ait une filière agricole, des coopératives de plus en plus performantes, qui serrent les charges, comme nous on le fait sur les exploitations, de façon drastique, de façon à gagner des marges de manœuvre importantes. Et il est important aussi qu'on sache se structurer et peut-être imaginer une nouvelle façon. Si l'Europe dit qu'elle veut remettre de la régulation, c'est bien, mais si jamais elle ne le fait pas, il faudra bien qu'on trouve un moyen de se réguler, ce qu'on appelle la régulation non pas publique, mais privée. Donc il faudra peut-être qu'on imagine des systèmes de contrats qui protègent un peu les prix sur plusieurs années au terme des exploitations. Donc ça, c'est aussi une réflexion que l'on a. C'est une réflexion qui est aussi intégrée dans la loi de mondialisation agricole. Vous avez des pistes au niveau de la distribution? Et sur la distribution, c'est clair que toutes les manifestations qu'on a fait contre les GMS, puisqu'aujourd'hui on a 5 GMS, 5 grandes GMS, grandes moyennes distribution surface qui gèrent l'ensemble des fruits et légumes, l'ensemble des produits, il est évident que sur eux il est important que les systèmes de marge soient bien contrôlés, parce qu'aujourd'hui ils se font du dos sur les producteurs et donc sur les clients, c'est évident. Il y a eu un certain nombre d'avancées. Il y a eu des amendes importantes, en plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été faites à un certain nombre de grandes surfaces. Voilà, je ne suis pas sûr que ça suffise, il faudra remettre un coup de façon à ce qu'ils respectent bien le producteur. Pourtant, les grandes surfaces qui sont favorisées ne génèrent pas forcément de l'emploi, contrairement au secteur agricole. Non, mais c'est comme beaucoup d'autres... Comment peut-on l'expliquer ça, justement? C'est comme beaucoup d'autres entreprises où on voit... C'est le pouvoir financier, c'est le pouvoir financier. Ouais. Et ce bénéfice-là, elles l'investissent ailleurs. On m'a raconté, je ne suis pas allé, mais quand on arrive à Pékin, en sortant de l'aéroport, la première enseigne qu'on voit, c'est Carrefour. Bon, je ne suis pas allé, je ne vais pas vérifier, mais visiblement, voilà. Aujourd'hui, le bénéfice qui est fait en France, on le met à l'extérieur. Comme toutes les entreprises et industriels qui investissent dans les pays de l'Est et ailleurs où c'est moins cher. Ce qui fait qu'ils se font un bénéfice monstre sur notre dos, mais effectivement, ils ne réinvestissent pas sur l'emploi, sur le développement local, mais ils l'externalisent dans les pays étrangers. Donc Éric, demain c'est l'avenue de Nicolas Sarkozy, alors vous attendez quoi en pratique? Bénédicte, il nous ferait des annonces. Moi j'attends ça de façon très importante, parce que c'est vrai qu'il y a 6 mois on avait manifesté à Orléans, il nous a promis beaucoup de choses. Je sais qu'elles sont en train de se décliner, mais aujourd'hui il n'y a toujours rien dans les exploitations 6 mois après le mois d'octobre. Donc moi ce que j'attends, c'est un président de la République qui prenne la mesure de la crise et qui effectivement s'investissent fortement. Je vois, quand on voit tout le monde qu'il y a dans les stands de salon, tous les agriculteurs, mais surtout tous les Parisiens, tous les Français qui sont là. Le public aujourd'hui c'est faramineux. Le public est toujours présent. Voilà, on attend un président de la République qui ne se décommande pas à l'ouverture comme il a fait, mais qui soit vraiment présent demain avec du concret. Alors voilà. Justement, quelle était sa stratégie d'après vous de ne pas être venu à l'inauguration? Ça, il attendait peut-être de vous annoncer de bonnes nouvelles. Je me demande si... La question que j'aimerais bien lui poser, c'est est-ce qu'on lui fait peur? Il refuse de nous voir à Morée, dans le Loir-et-Cher. Il décommande l'inauguration du salon alors que c'est toujours sa tradition. Est-ce que demain, il va vraiment prendre le temps, une matinée entière, de se balader dans les stands? Voilà, moi ça me pose vraiment question. On a besoin, dans la crise dans laquelle on est, d'un président qui se motive, qui se mobilise pour le monde agricole. Et aujourd'hui, j'avoue que je reste un peu sur ma faim. On va dire que c'est un président très sensible à l'ouverture, vu les nominations récentes à la Cour des comptes. Oui, ça c'est sûr qu'il est ouvert, mais oui. moi c'est pas mon problème, je suis apolitique. Donc de toute façon, quelle que soit la couleur du président, ce que j'attends, c'est qu'il se mobilise pour le monde agricole. Bon, allez, on va faire quand même la question bateau. Demain, je serai paysan. J'espère. En tout cas, syndicalement, je peux vous dire que je m'y bats pour. Voilà. Merci Éric, merci.